Voilà, retour sur ce plateau. Quel est le sujet à aborder? Bonjour Moïse Novillon. Bonjour Carole Olaye, bonjour Stéphane Akinokhosou, bonjour à nos fidèles téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Bonjour Stéphane Akinokhosou. Bonjour Carole Olaye, bonjour Moïse Novillon, et bonjour aux téléspectateurs. On se retrouve encore ce matin. Actualité riche. Bon, c'est le contraire, je voulais dire. L'actualité quand même moins riche ce matin, j'allais dire. Mais nous allons quand même choisir un sujet concernant l'actualité. Il s'agit bel et bien, on commence par... les maires installés sans crise. Ça intéresse, je pense que ça va intéresser nos téléspectateurs. On en a longuement parlé ici sur ce plateau, avant même leur installation, hier également. C'est les mêmes titres qui sont revenus. Oui, mais il y a des aspects sur lesquels on peut revenir ce matin. Alors, les maires installés sans crise, fruit de la réforme du système partisan. C'est le quotidien Fraternité qui en parle avec la complicité de la réalisation. Nous allons retrouver sur nos petits écrans le quotidien Fraternité qui titre du jamais vu dans le choix des dirigeants, des exécutifs locaux, des maires installés sans crise, fruit de la réforme du système partisan. Ma toute première question, Moïse Novillon, quels sont les changements majeurs qu'on peut retenir au sein de cette réforme qui aujourd'hui justifie l'installation apaisée des nouveaux élus au niveau local? Merci beaucoup. Ouais, on disait tout à l'heure qu'on en a suffisamment parlé, mais il y a toujours des aspects sur lesquels on peut peut-être revenir. C'est pédagogique, la répétition, comme on a l'habitude de le dire. Et évidemment, la loi a avancé, la loi a évolué, surtout la réforme du système partisan qui a inspiré bien évidemment le contenu du code électoral, donne surtout plein pouvoir aux formations politiques. C'est ce qu'il faut commencer par mettre en avant en cette matière. N'oubliez pas qu'il y a eu une première d'abord disposition, notamment le code électoral qui était en vigueur de 2019 à 2020, et donc qui a couvert l'élection de la 4e mandature des élus locaux, où il y avait toujours subsisté de remous. Vous vous souvenez, à l'époque, il y avait des difficultés en réalité à installer les conseils communaux et surtout à élire les maires, parce que il est arrivé une situation où est-ce qu'il fallait désigner les maires, est-ce qu'il fallait les élire, est-ce qu'il fallait les nommer? Voilà, et donc cela a mené, on se souvient très bien, on se rappelle très bien, dans l'opinion, le débat a duré plusieurs semaines, plusieurs mois, où certains maires avaient été taxés de maires nommés, d'autres maires avaient été taxés de maires élus ou encore de maires désignés, et les appellations allaient dans tous les sens. Le législateur a proposé une loi interprétative dans la foulée, qui a permis de recadrer un tout petit peu tout cela, et qui aujourd'hui permet d'observer avec nos confrères de la fraternité que, évidemment, du jamais vu, on n'a pas eu de remous, on a eu une certaine discipline, beaucoup de tranquillité, beaucoup de sérénité pour pouvoir désigner les maires à la tête des conseils communaux, parce que en réalité la loi a précisé expressément d'abord le premier niveau où la loi est intervenue et qu'il faut saluer, c'est qu'il n'y a plus d'amalgame possible. La formation politique qui arrive à avoir plus d'élus sur le territoire de la commune, bien sûr, emporte d'office la majorité, et donc le poste de maire. Et la loi a réglé ce problème-là sans ambiguïté. La deuxième disposition, c'est que la loi a permis à ce que ce soit les formations politiques également qui puissent, surtout la formation politique qui arrive majoritaire
qui puisse choisir en son sein celui qui valablement peut être le maire. Et une troisième disposition quand même, c'est de permettre à ce qu'en cas d'égalité, par exemple, que les formations politiques qui arrivent majoritaires puissent avoir un certain accord, on l'a appelé accord de gouvernance locale, donc entre ces formations politiques-là, donc pour pouvoir désigner sans ambiguïté également le maire, l'autorité. Et si vous avez fait très attention, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de renouvellement tout à l'heure, avant même qu'on entame ce plateau. J'étais dans une autre discussion où on faisait observer que environ 30%, c'est seulement environ 30% de maires, par exemple, ont pu remplir. Et donc, dans la majorité des cas, il y a eu renouvellement. S'ils ne sont pas allés à l'Assemblée nationale, et donc s'ils n'ont pas quitté leur commune pour l'Assemblée nationale, c'est que, évidemment, ils n'ont pas été élus, ils n'ont pas eu la majorité pour pouvoir remplir. Ou alors, même s'ils avaient eu la majorité pour remplir, c'est qu'à l'intérieur de la formation politique, le choix n'a pas porté sur leur personne, certainement pour défaut de leadership ou bien, bon, peut-être d'autres calculs également peuvent intervenir pour pouvoir motiver ces choix et ces réalités-là. Et donc, la loi a beaucoup évolué, la loi a beaucoup aidé la classe politique et surtout les leaders à la tête des formations politiques, les responsables des formations politiques, pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté, qu'il n'y ait plus de confusion quand il faut désigner, quand il faut installer et quand il faut désigner les autorités à la tête des conseils communaux. Et les trois axes que je viens de rappeler là sont quand même des axes sur lesquels on a bien progressé et ça a évité qu'il y ait des remous, parce que ce qui se passait par le passé, c'est qu'à la dernière minute, vous allez voir qu'un individu élu sur une liste de formations politiques concurrentes peut retourner sa veste. C'est surtout la corruption électorale qui génère cela, retourner sa veste du jour au lendemain comme cela et dire qu'il est en train de soutenir quelqu'un d'autre élu sur une autre formation politique qui était jusque-là son adversaire. Et donc, ça amenait de la confusion, alors que les électeurs s'expriment. Quand les électeurs vous donnent la majorité, par exemple, à l'intérieur du territoire de la commune, c'est que les électeurs veulent que cette formation politique puisse les diriger. Ils épousent les offres que cette formation politique-là apporte. Et donc, ce faisant, ce comportement-là qu'on n'observait pas le passé, biaise en réalité le choix de l'électeur. Donc je pense que le législateur a été très malin et surtout a fait preuve de rigueur en ayant bien sûr observé et corrigé à travers ces dispositions de la loi que nous venons de rappeler là. Oui, je pense que Moïse a planté le décor comme on le dit pour montrer en fait qu'en réalité il y avait une pagaille véritable qui s'observait. Mais la réforme du système partisan, le code, la loi interprétative, tout cet arsenal, je veux dire juridique, cet arsenal-là a permis quand même de discipliner les choses et de faire en sorte que les partis politiques soient désormais un peu plus, je veux dire, un peu plus forts dans le choix, dans la désignation des maires qui doivent présider aux destinées de nos communes. Mais je veux percer un peu l'idée de Moïse pour me poser une question. Est-ce qu'en vrai, on n'est pas en train d'assister à un déplacement du problème au lieu d'un règlement du problème? Parce que j'ai comme l'impression que cet arsenal juridique qui est mis en place pour régler un problème est en train de révéler, n'est-ce pas, donc d'autres problèmes. Et je voudrais essayer ce matin d'aborder quelques aspects. Vous savez, c'est vrai que les formations politiques ont suggéré que des noms leur soient envoyés pour qu'ils puissent tabler sur ces noms et procéder à des désignations. Mais tel que ça se fait, il se peut qu'au niveau du bureau politique ou des hautes instances des partis politiques, les responsables aient de penchant pour X que pour Y. Et ce penchant, ce penchant, je veux dire, qu'on peut avoir pour X ou pour Y, peut générer des frustrations. Ce qui fera que lorsqu'on va se retrouver au niveau du conseil communal, la question de discipline va se poser. Pas parce que les gens peuvent décider de ne pas s'aligner derrière ce choix fait par la formation
par la formation politique. Même s'ils décidaient parce qu'ils sont compressés et confinés, ça va créer des frustrations. Ça va créer des frustrations parce que, de façon implicite, il y a une forme de guerre de leadership qui s'installe au niveau des conseils communaux. Du coup, on va assister à de petits problèmes, à de petits conflits qui ne vont pas faciliter les choses au niveau du conseil communal. On a déjà, on est en train, je crois, on a vu le Béninois libéré titré tout à l'heure qu'à Tangueta, il y a déjà des conflits où il y a 23 conseillers qui ne veulent plus du maire déjà installé. On a vu qu'à Bopa, on a tantôt dit que c'est quelqu'un qui est de premier adjoint au maire. Après, on le ramène, c'est un autre. Et donc, il y a un certain nombre je ne veux pas dire incohérence, mais de malcompréhension qui peuvent déteindre sur le bon fonctionnement des conseils communaux. Et donc, j'aurais peut-être souhaité qu'il y ait, au-delà du carnaval qui est déjà défini par les partis politiques, il faut qu'il y ait, une base de données pour que les gens puissent savoir que dès qu'ils sont élus au sein d'un conseil communal, quel est le profil type défini par le parti politique pour qu'on puisse dire, si je suis élu, voilà le profil que le parti a défini pour que je prétende, n'est-ce pas, donc, au poste de maire ou de premier adjoint ou de deuxième adjoint au maire. Tant que ce carnaval-là, ou tant que cette disposition de fonctionnement ne seront pas mises en place au sein des formations politiques, je pense que ça va continuer pas générer les problèmes qu'on a voulu corriger en mettant en place ces dispositifs ou bien cet arsenal juridique qu'on croit que ça peut corriger un certain nombre de conflits qui, pour moi, persistent encore. Alors, Moïse, je ne partage pas entièrement, bien que je puisse faire beaucoup d'efforts pour le comprendre, mais je ne partage pas entièrement, et ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive quand même, entièrement la position de Stéphane sur le sujet, parce qu'en réalité, il ne faut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Et à l'entame de son propos, il a commencé par préciser que peut-être qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la loi et qu'il faut peut-être laisser le soin à ce que le bon sens également puisse également diriger les acteurs. Et c'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi est-ce que le législateur en est arrivé là? Si le législateur en est arrivé à ce qu'on soit obligé de fixer ces règles-là, ces dispositions-là dans le code électoral et la réforme sur le fonctionnement des formations politiques, c'est parce que les acteurs politiques n'ont pas su en réalité s'éduquer à ce point. Vous savez, tout le monde ne peut pas être maire si, bien sûr, dans un conseil communal ou bien dans une commune, on a peut-être 20 conseillers communaux que la loi autorise. Et quand on a fini de désigner ces 20 conseillers communaux-là, il faut quand même désigner quelqu'un pour coordonner. Ça se passe comme cela, même dans les familles, il y a chef de famille, donc il faut forcément quelqu'un pour coordonner l'équipe. Je suis d'accord, j'autorise et j'accepte que cela soit objet de convoitise, objet de challenge entre les acteurs politiques. Il ne peut en être autrement. Mais je veux quand même que les acteurs politiques également soient conséquents et qu'ils s'auto-éduquent pour qu'on ne soit pas obligé de régler tous les problèmes par la loi. Ce qu'on dit des formations politiques et des acteurs politiques, c'est valable pour les citoyens également. Vous savez, la loi ne règle pas les problèmes, on le sait. La loi, en réalité, comporte forcément et en général des limites. Toute loi comporte forcément et en général des limites. Mais sur ce cas précis, si on en est arrivé là, c'est parce que les acteurs politiques n'ont pas su s'éduquer, d'abord à l'intérieur des formations politiques et après eux-mêmes en tant que personnes, en tant que citoyens. Parce que si je suis élu avec le parti Union Progressiste Le Renouveau, si je suis élu sur une liste de parti Union Progressiste Le Renouveau, et qu'au moment de désigner le maire, j'accepte de me mettre je ne sais pas, en concession, ou bien je trouve des formules pour ne pas soutenir, par exemple, un représentant présenté par mon parti, au motif que je ne suis pas d'accord avec lui, mais que je suis prêt à voter pour les challenger, les adversaires. Cela pose problème de cohérence et de logique d'abord, parce que j'ai passé tout le temps à faire la campagne, non seulement avec une formation politique, mais avec un projet
politique, en général, quand même, avec quelques nuances quand même avec les adversaires. Et donc, les électeurs ont porté leur choix sur notre formation politique en majorité. C'est ce jeu-là que les acteurs politiques, auxquels les acteurs politiques nous ont habitués, ce n'est pas en réalité cela qui est l'esprit. C'est vrai, il faut la démocratie, c'est le challenge, mais ce n'est pas ça qui est l'esprit en réalité de la démocratie. C'est d'abord l'auto-éducation, la cohérence, la logique, la capacité que vous puissiez avoir des postures que les gens vont pouvoir suivre. Et donc, le fait d'aller fausser le jeu à ce niveau-là pose un problème. Et donc, le législateur est obligé de venir recadrer ce que les partis politiques n'ont pas su faire depuis. Nous sommes à la 5e mandature maintenant, et c'est, voilà le titre du journal, c'est du jamais vu. C'est la toute première fois qu'on installe des conseils communaux sans grincement dedans, sans qu'il y ait conflit, sans qu'il y ait débat. Vous savez, vous avez en esprit, en mémoire qu'il y a des conseils communaux qu'on a installés, parfois même des années. On a mis plusieurs mois, 6 mois, au-delà. Là où le problème se pose à mon niveau, et j'ai bien voulu nuancer la chose, quand on dit qu'il n'y a pas de problème, une chose est de ne pas observer de façon visible les problèmes. Parce que... Ce que Stéphane dit, si je comprends bien, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de soulèvement lors de l'installation officielle de ces élus que ça veut dire qu'il n'y a pas de tension? En fait, la loi oblige les acteurs politiques à se mettre dans un... à se discipliner. À se discipliner, à se mettre dans un couloir. Mais le problème qu'il y a, c'est que les gens ne sont pas d'accord. Oui, mais ils sont obligés de supporter. Mais en subissant, est-ce qu'il n'y a pas de potentiels conflits qui vont surgir après à l'intérieur des conseils communaux? C'est vrai qu'on a installé, mais il y a des remous, il y a des grincements dedans. Mais c'est ça ma question en réalité. C'est ça ma question, Moïse Novillon. La clarification des majorités communales garantit-elle automatiquement la stabilité politique au sein? Mais est-ce qu'il peut en être autrement, cher ami Stéphane, cher ami Carole? Il peut en être autrement. Il y a 20 personnes qui sont en train de se disputer un seul siège, un seul fauteuil, le fauteuil de maire. 20 personnes se disent, nous sommes tous qualifiés, nous sommes tous éligibles pour pouvoir devenir le maire. Et donc, forcément, on ne peut pas faire des omelettes avec les œufs et tout le monde est conscient, la République doit être en marche, la commune doit fonctionner. Et on sait que pour que la commune fonctionne, il faut qu'il y ait un maire. Il faut qu'on finisse par désigner, par choisir quand même un maire. Ce n'est pas parce que X ou Y ne sera pas forcément d'accord avec Z qu'il ne faut pas quand même avancer. Et donc, on laisse la responsabilité à la formation politique de tailler des critères. Et je pense que c'est ce qui s'est passé cette fois-ci. Vous avez vu les communiqués de l'Union progressiste, le Renouveau et du Bloc républicain, les deux formations politiques éligibles au partage des sièges. Ils ont envoyé des communiqués pour demander à ce que les démembrements à l'intérieur des communes puissent envoyer 3 noms au maximum de personnes susceptibles de devenir maires. Et qu'au niveau des instances, bien sûr, supérieures ou bien suprêmes de la formation politique, on puisse guider dans le choix. Oui, et donc, par exemple, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas élaboré de carnaval. Il y a tout au moins de carnaval à l'intérieur de la formation politique. Et c'est sur la base de ces carnavals, de ces critères-là que le choix avait été effectué. On ne peut pas choisir 20 personnes pour être maire d'une commune. On est tout à fait d'accord. Et donc, grincement dedans, vous allez encaisser. Est-ce que l'absence de crise signifie-t-elle nécessairement l'absence de tension? Non, l'absence de crise visible, on commence par là. L'absence de crise visible ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frustration, qu'il n'y a pas de tension. On est unanime là-dessus. À partir du moment où 2 personnes disent « je veux », déjà, ça veut dire qu'il y a déjà un problème pour pouvoir désigner. Maintenant, le reste, c'est qu'il faut faire ses preuves. Parce que si vous avez la possibilité de convaincre, c'est la même chose qui se passe même dans les administrations pour faire les promotions. Il faut faire, non seulement il faut faire ses preuves, il faut en avoir les compétences. Nous avons pu constater, on l'a suffisamment répété, que les nouveaux maires qui sont arrivés là, il y a beaucoup qui ont de profils d'universitaires. Il y a plusieurs qui sont allés à l'université, qui ont des diplômes de master. Il y en a qui sont formés, qui sont outillés pour le job, par exemple. Si face à un tel challenger, vous vous retrouvez avec, vous avez un profil qui ne peut pas rivaliser avec lui. Vous voyez que vous êtes déjà en difficulté. C'est la même chose quand on veut faire les concours au niveau national. Si on veut recruter des médecins et que vous avez été formé pour être mécanicien, est-ce que vous êtes éligible? Est-ce que vous pouvez candidater?
C'est la même chose. Donc, en réalité, il ne peut pas ne pas avoir de frustration. Ce n'est pas parce qu'on est en matière politique qu'on ne va pas quand même être conséquent avec les choix qu'il faut faire. Normalement, si les acteurs politiques avaient été suffisamment conséquents, cohérents envers eux-mêmes, pendant qu'ils étaient déjà en train de faire campagne, et entre eux, en général, ils connaissent qui peut être le maire, qui peut faire le job. En général, le problème, c'est que la corruption ne permettait pas à ce que les acteurs soient cohérents, soient lucides. Parce que si vous vous faites élire sur une liste de formation politique et que vous arrivez au moment de voter le conseil communal, de voter pour le maire et ses adjoints, vous abandonnez vos camarades et que vous allez soutenir quelqu'un d'autre, d'abord, il faut vous regarder le bon sens. Comment est-ce qu'on qualifie ce que vous êtes en train de faire? Et c'est le problème que notre démocratie a eu jusqu'ici. Le défaut, l'absence d'idéologie dans le débat nous fausse le jet tout le temps. Les acteurs viennent avec un discours le matin, ont un comportement le midi, retournent dormir dans une autre posture le soir. À quel moment vous, citoyens, à quel moment vous, électeurs, vous avez la possibilité de les suivre et de savoir que vous avez fait un choix conséquent? Oui, je veux juste dire que, en fait, ce que la loi là, a corrigé, ou ce que les dispositions de la loi ont corrigé, c'est juste trois choses. Il y a la question de l'incohérence des partis politiques, des acteurs politiques. Il y a la question de la loyauté et de la fidélité à un parti politique. Et puis, il y a également la question de... ça m'échappe, mais... au-delà de ça, la loi n'a pas corrigé la gestion. La gestion même, oui, mais ça, la gestion même des intérêts. Et c'est normal que la loi ne gère pas les intérêts des individus. Celui qui doit corriger, celui qui doit gérer les intérêts des individus, c'est les partis politiques. Parce que ce sont les partis politiques qui connaissent ceux qui sont actifs, ceux qui ont un certain profil. Et moi, je dis que la paix, la stabilité souhaitée au niveau des conseils communaux doit être une réalité si, au niveau des instances de décision des partis politiques, il y a une certaine transparence, une certaine traçabilité dans le mode de désignation. Parce que, je l'évoquais, lorsque vous dites envoyer trois, il y a des questions de proximité. Il y a des questions, de préférence. Et tout ça, lorsque le choix est fait, ça peut ne pas être en harmonie avec ce qui était prévu par la majorité. Et ça peut créer des frustrations, même si la loi oblige les gens à avoir une certaine rectitude comportementale. Et donc, d'une manière ou d'une autre, la question de crise au niveau des conseils communaux ne sera jamais réglée. Oui, mais cher ami Stéphane, même dans nos ménages, même chez nous, est-ce qu'il y a absence de crise? On n'est pas dans une république de goujat. Les uns les autres ont la latitude de réfléchir, d'être d'accord et de ne pas être d'accord, même à l'intérieur de la même formation politique. C'est pas comme si on était des moutons de Panurge et tout le monde devrait pouvoir rentrer dans le moule. Et même au niveau national, c'est pourquoi on admet qu'il y ait sur le même échiquier, sur le même territoire et dans le même environnement qu'il y ait des partis, par exemple, dans notre contexte où il n'y a pas d'idéologie, on parle de mouvance et d'opposition. Vous voyez, c'est des termes suffisamment galvaudés que personnellement, je n'aime pas question opposition-mouvance. Ça ne veut absolument rien dire, c'est profondément vide. Parce que si on débattait sur la base des idéologies, on ne serait pas en train de dire ce qu'on est en train de dire là. Parce que en réalité, c'est les intérêts. La loi ne peut pas gérer les intérêts et vous êtes rattrapé en le disant correctement. C'est chacun qui doit s'autodiscipliner. Et ce que la loi fait, peut-être qu'on n'a pas souligné cela, la loi aujourd'hui a tellement évolué que la transhumance devient préjudiciable à celui qui veut en être auteur ou acteur. Si vous décidez de démissionner aujourd'hui, par exemple si vous êtes élu député et que vous démissionnez de votre formation politique aujourd'hui, vous perdez votre poste à l'Assemblée nationale. Tout ça parce que les acteurs n'ont pas été conséquents. Vous avez vu ce que quelqu'un a fait mais ma question de fond, ou bien, moi, ma réflexion de fond... Vous voulez que tout le monde puisse s'embrasser tous les matins? Non. À l'intérieur des formations politiques? Non, pas s'embrasser ou faire... Non, ça dit que ce que je dis, il faut qu'il y ait... Ce qui doit être vecteur de paix ou de stabilité au niveau des conseils communaux, pour moi, et que je défends ce matin, c'est la question de la transparence. Et non la loi. La loi met les gens dans le rang, en griffe. Mais la stabilité doit avoir pour base la transparence dans le mode de désignation. Parce que si c'est transparent, même si je ne suis pas d'accord, je comprends.
Oui, mais si ce n'est pas transparent, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas. Et c'est ça qui va être source de tension. Après, je peux ne pas être d'accord. Mais lorsque je comprends pourquoi c'est fait comme ça, ça calme un peu mes ardeurs. Et c'est ce que je suis en train de dire. Donnez-nous des cas pratiques pour qu'on puisse mieux vous suivre. Est-ce que vous avez déjà de cas pratiques en dehors de Tangueta dont on est en train de parler? Est-ce qu'il y a des cas pratiques où vous savez que tels acteurs dans telle localité, par exemple, sont frustrés? Je sais que dans certaines localités, des gens auraient voulu que ce ne soit pas X ou Y, mais parce que le parti a dit, les gens se sont rangés. Oui, mais c'est ce qu'est la démocratie. Même à l'intérieur des formations politiques, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Sur quel critère, sur quelle base, sur deux, où on aurait peut-être dit que telle personne pas favori, qu'on ne le choisisse pas et qu'on choisisse Y et que les gens soient obligés de suivre. Oui, donc, je dis qu'il faut qu'il y ait une logique de transparence. Mais là, le premier niveau de transparence ici, si c'est de transparence que vous voulez parler, le premier niveau de transparence, c'est ce que les électeurs ont dit. Ça, c'est transparent, c'est clair. Les électeurs ont dit, dans la commune d'Abomey-Calavi, nous donnons mandat, plein pouvoir à l'UPR de continuer par nous diriger. C'était l'UPR qui était aux commandes. L'UPR a rempli avec la majorité et donc l'UPR continue. C'est bon? Au moment maintenant de choisir le maire, à l'intérieur de la formation politique, je suppose que M. Angelo Awandjinou, il va m'en excuser, on n'est pas en train de faire de focalisation sur lui, mais on prend des cas pratiques. M. Angelo Awandjinou, c'est le maire sortant. Et je suppose qu'il est encore candidat à sa propre succession à l'intérieur de la formation politique, parce que c'est ce que la loi finit par dire. Comme les acteurs politiques ne sont pas capables de s'autodiscipliner et que les formations politiques ne sont pas capables de rigueur, la loi les a disciplinés. Et la loi dit maintenant, je donne plein pouvoir aux formations politiques plutôt qu'aux individus. C'est clair. Maintenant que la loi donne pouvoir aux acteurs politiques, M. Angelo Awandjinou, je prends toujours son cas puisqu'on est là, il dit, je veux être maire. L'actuel maire, qui vient d'être, bien sûr, désigné surtout, qui vient d'être désigné pour employer le terme de la loi. Évidemment, il dit également, moi aussi, je suis qualifié pour être maire. Un autre membre, bien sûr, un autre conseiller qui est intéressé, donc trois larrons deviennent des candidats potentiels. Je vous renvoie, c'est pas moi qui pose les questions malheureusement, mais je vous renvoie l'exercice, je viens de poser l'exercice. Monsieur Stéphane, si vous êtes formation politique, la loi vous donne plein pouvoir de désigner le maire. Trois de vos militants, de vos cadres décident d'être candidats au poste du maire. Vous faites quoi? Vous allez mettre les trois à la tête. Non, mais la réponse est très simple chez moi. Voilà. Avant même que ces trois larrons-là ne décident de postuler, il y a déjà en amont un profil clair qui est défini par les partis politiques. Oui, qui vous a dit que les formations politiques n'ont pas défini de profil clair? Non, il n'y a pas un profil type qui dit que c'est X qui peut être ou qui bien c'est Y. Au sein des partis politiques. Vous êtes militant des formations politiques? Non, je dis qu'il n'y a pas. Mais lorsqu'ils ont sorti je sais pas, un profil pour dire qui peut être, lorsque le parti est majoritaire quelque part, le parti est maire, il y a le premier adjoint, il y a le deuxième adjoint qui est désigné par l'autre parti. Ça, c'est clair, c'est connu. Ça, c'est clair, c'est connu. Et ça ne peut pas être susceptible de contestation. Mais je dis, sur le profil de qui peut être maire dans X ou Y, est-ce qu'il y a un prototype établi? Qui doit établir le prototype? Je dis que c'est au sein des formations politiques. Oui, je parle des formations politiques. Et vous n'êtes pas membre des formations politiques à notre connaissance? Non, je ne suis pas membre, mais je dis que pour qu'il y ait transparence, pour éviter les contestations, pour éviter les remous qui peuvent porter entorse à l'équilibre au sein des conseils communaux, il faut que ces choses-là soient clairement définies pour que les prétendants puissent se dire, avec ce que je vois là, je ne suis pas sûr de remplir ou je ne suis pas sûr de gagner même si je déposais. Et ça là, ça va permettre d'éviter un certain nombre de conflits inutiles. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous allons poursuivre. Ce qui est sûr, c'est chacun qui dépend. Une minute, s'il vous plaît. Une minute, Carotte, s'il vous plaît. Et même en cas de définition de critères tels qu'il parle là, ça ne veut pas dire qu'on va arriver dans des cas de figure où le portrait robot
Parce que c'est ce qu'il veut là. Il veut que les critères puissent définir le portrait robot du prochain maire, quitte à ce que tous les autres puissent dire avec ce portrait robot, c'est lui qui est le maire. Vous exagérez. Il n'exagère pas. Il peut avoir toujours les propos de Stéphane. Non, mais il peut toujours arriver que deux personnes entrent clairement dans les critères. Justement. On donne l'arbitrage à la formation politique. L'arbitrage, oui. Mais je dis qu'à un moment donné, il faut que je puisse comprendre, même si je ne suis pas d'accord. C'est tout ce que je dis. Oui, mais cela s'impose à tout le monde à partir du moment où le parti politique... Mais c'est l'imposition. Si ça s'impose, ça crée des conflits. Il faut que ça suscite compréhension. C'est ce que je dis. Alors, nous allons évoluer. Ma question, comment la réduction des partis politiques aujourd'hui influence-t-elle la gouvernance au niveau local? Je voudrais que vous repreniez la question. Il est carrément sorti de lui, hein. Moïse. L'une des réformes du système partisan, c'est la réduction des partis politiques. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, comment cette réduction des partis politiques influence-t-elle la gouvernance au niveau local? Non, je pense que c'est peut-être sur cet aspect-là que je vais rejoindre Moïse ce matin. En fait, il faut dire que aujourd'hui, on a une certaine clarification du paysage politique et un arsenal juridique qui permet d'aller plus rapidement vers le développement et de ne pas s'attarder sur les tergiversations politiciennes, les querelles politiciennes. Aujourd'hui, la loi, les formations politiques qui ont de l'emprise sur le terrain arrivent facilement à s'en sortir, et la loi a défini les cadres pour aller un peu plus vite. Et donc, du coup, lorsqu'une formation politique vient en tête et qu'il n'a pas trop de pression de ses acteurs pour élire le maire ou pour élire ses agents, etc., ça permet d'aller vite et ça permet d'aborder les questions d'aborder les questions de développement. Donc, du coup, je veux dire que les tergiversations, s'il n'y a plus de tergiversation, s'il n'y a plus de querelles, s'il n'y a plus de chantage aux partis, aux formations politiques, je pense qu'on peut aller vite, on peut aller à l'essentiel, on peut aller aux questions de développement. Moïse, Novion. Bon. Alors, ce sera la même question. Comment la réduction des partis politiques influence-t-elle la gouvernance au niveau local? Il faut déjà commencer par constater que, en réalité, c'est vrai, le chef de l'État, il faut le dire clairement comme cela, a souhaité qu'il y ait beaucoup plus de grands ensembles, voilà, de grands partis politiques, plutôt qu'il y ait les émiettements, les petits mouvements, les clubs électoraux comme on ne les connaissait pas le passé. Mais la loi ne condamne pas et la loi ne refuse pas la constitution de nouvelles formations politiques. Si vous voulez, même Stéphane, qui a envie que, bien sûr, dans la formation politique, tout le monde puisse être droit comme il est se ranger derrière une seule personne et que tous les matins, on s'envoie des messages je ne sais pas, on s'envoie des bisous et de l'embrassade au bureau chaque matin. S'il a envie de créer sa formation politique, demain, il a l'attitude de créer sa formation politique. Donc, il faut que ce soit clair. Et donc, ce n'est pas comme si on a réduit le champ politique parce qu'on n'a pas envie que des formations politiques puissent exister. Il y a des formations politiques qui continuent de se constituer. Mais on souhaite que ce soit de grandes formations politiques pour évidemment éviter tout ce que nous sommes en train de faire comme débat ce matin-là en parlant des incohérences et des inconséquences des acteurs, pour permettre à ce qu'on ait plus la possibilité de discipliner, surtout de former les acteurs qui arrivent, le personnel politique pour faire court. Et donc la réduction en termes d'effectifs, en réalité, n'a pas impacté outre mesure, parce que dans la majorité sinon dans ces deux formations politiques, surtout majoritaires, qui sont arrivées, bien sûr, victorieuses des élections-là, c'est les anciens responsables, présidents de tel mouvement, présidents de tel autre parti politique, militants de telle association et autres, qui se sont retrouvés dans ces
formation politique. Donc, c'est les mêmes acteurs. D'abord, c'est les mêmes Béninois. Et après, c'est les mêmes acteurs. Ce n'est pas comme si c'est de nouvelles personnes qui sont venues de quelque part. Par contre, vous vous rendez compte que cette façon de faire, cette manière de faire a quand même permis qu'on puisse voir l'émergence de nouveaux visages. Parce que par le passé, comme c'était les puissances d'argent, qui dictaient leurs lois, qui avaient la possibilité de créer leur association, leur club, surtout à la veille des élections, pour aller récupérer les mandats électifs, c'était les mêmes visages qu'on avait l'habitude, on était habitué à voir les mêmes visages. Aujourd'hui, je parie que Stéphane va avoir de difficultés à citer comme cela de mémoire 20 maires, comme cela en fermant les yeux, ça va être difficile pour lui. Il va falloir forcément qu'il consulte ses notes. Et donc, il y a de nouveaux visages, il y a de nouveaux noms qui sont en train d'arriver. Et ce qui est encore heureux dedans, c'est pas que ces nouveaux visages-là viennent de nulle part. Dans la plupart des cas, quand vous commencez par faire les recherches, vous vous rendez compte que c'est des personnes qui étaient toujours dans l'ombre, soit dans les formations politiques ou bien dans l'ombre de certains acteurs politiques. Donc, qui ont quand même un certain vécu, un certain parcours dans l'environnement, dans l'arène politique. Et donc, c'est toujours les mêmes acteurs qui continuent d'animer en réalité. Pour moi, à partir de ce constat-là, je peux dire que l'impact, ça va être forcément dans le sens de la positivité et que ce n'est pas la réduction, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de clubs, bien sûr, pour pouvoir animer et être en train de faire du bruit à tout va, comme on avait l'habitude de les voir et de les écouter faire, ne va pas déteindre négativement sur le fonctionnement d'abord des institutions et sur la vie de la République. Au contraire, vous voyez qu'on est en train de les discipliner là maintenant. Ce matin, c'est l'essentiel du débat que nous sommes en train de faire jusqu'ici. Les acteurs sont quand même mis dans un certain moule maintenant. S'ils n'ont pas été capables de s'autodiscipliner, la loi commence maintenant par les encadrer dans la façon de se conduire pour qu'ils puissent rester conséquents et qu'ils comprennent qu'en réalité, il faut être cohérent avec ses propres choix. Et donc, si je viens d'une formation politique, la formation politique a prééminence sur moi et non que je suis plus puissant que la formation politique. C'est le message que nous sommes en train d'avoir là. Et donc, si on émiettait et qu'il continuait de subsister beaucoup de clubs, je ne pense pas que beaucoup de formations politiques puissent avoir la possibilité ou bien cette capacité-là d'avoir une main mise sur les éléments qui en sont membres. Alors, oui, quels sont les impacts? Oui, je veux compléter un élément. Vous savez, la loi telle que c'est conçu et mise en pratique là, c'est-à-dire que si il faut être grand c'est-à-dire la loi ne donne pas place aux petits. C'est-à-dire que quand vous êtes petit parti, vous ne pouvez pas exister. C'est-à-dire que la loi telle que c'est pensé et conçu, c'est comme ça. Donc, même si un parti est créé aujourd'hui, si avant que ce parti-là ne s'affirme comme tel, il faut que ce parti-là atteigne un certain seuil. Qui est déjà, c'est-à-dire que tout est cadré. Il y a une sanction donnée. Donc, la loi prévoit la survivance des grands partis politiques. Parce qu'il y a des quotas, l'UPR et le BR ne sont pas là aujourd'hui par hasard. C'est parce qu'ils ont franchi un certain nombre d'étapes et ils ont confirmé leur supériorité en termes de grands partis. Et donc, pour devenir parti politique au Bénin et reconnu comme tel aujourd'hui, il faut passer par... Donc, ce n'est pas évident. Mais ce que ça permet sur l'ensemble de notre vie commune, c'est que ça permet d'aller vite et d'éviter les petites querelles. Alors, quels sont les impacts de ces réformes aujourd'hui sur la démocratie béninoise? C'est ma dernière question. Puisque vous venez si clairement de l'expliquer, quel est l'impact de ces réformes sur la démocratie béninoise? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que deux grands partis qui ne sont que de la mouvance présidentielle. Qui ne sont que de la mouvance présidentielle. C'est ce que nous avons constaté à la suite des échéances passées. Qui sont issus de la mouvance présidentielle. Ouais. Qui sont issus de la mouvance présidentielle. Ouais. Donc, l'impact, c'est déjà le développement. Le premier impact fondamental pour moi, c'est le développement du pays. Parce que, n'oublions pas que les querelles politiques, les conflits politiques, les guerres de positionnement font que
ça a toujours tergiversé les questions de développement. Aujourd'hui, on sait où est-ce qu'on va. On sait où est-ce qu'on va. Et donc, on a l'impression que, en réalité, ce qui se fait aujourd'hui ne prend en compte que les préoccupations de développement et non les préoccupations politiciennes. Et c'est ça le plus important pour moi, parce que les questions de querelle politique, in fine, se limitent aux questions d'intérêt de politiciens. D'intérêt de politiciens. Et ce dont le peuple a besoin, ce n'est pas les questions d'intérêt de politiciens. Deuxième chose. Vous êtes sûr que ça corrige ce que vous êtes en train de dire là, puisque en réalité, ça a favorisé le déplacement de certains hommes politiques d'un parti politique à un autre, même au sein de la mouvance présidentielle. Évidemment. Alors, mais dès lors... Croyez-vous que ça vient mettre un terme aux intérêts personnels politiques? Non, ça ne met pas un terme, mais ça contient. Ça contient. Je ne dis pas que ça met un terme, mais ça contient sa discipline. Avant, ça allait dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens. On ne maîtrisait rien. Tout était aux mains des acteurs politiques qui étaient tout puissants, tout forts. C'est eux qu'on a appelé les grands électeurs. Oui, les grands électeurs. Aujourd'hui, ça dit que tout est contenu, tout est maîtrisé, tout est défini et chacun est obligé, n'est-ce pas, donc de rester dans une certaine rectitude comportementale. Et c'est ça, c'est pour ça que ce matin, j'avais un peu pitié pour les politiciens que je trouve être trop confinés, trop compressés, parce qu'ils sont obligés de suivre une certaine rigueur, une certaine discipline, malgré eux. Mais je pense que c'est quand même bien pour aller vers le développement, parce qu'on était dans une forme de pagaille. Et aujourd'hui, il faut donner raison au chef de l'État qui avait trouvé que nous étions dans un pays de pagaille. Et véritablement, lorsque tout est rentré maintenant dans l'ordre, on sait où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on doit faire pour y aller un peu plus vite. Vous imaginez, en réalité, tous les acteurs, même au moment où chacun avait la possibilité de créer son parti politique dans son sac. Parce que vous le savez, il y avait des gens qui avaient des partis politiques dans leur sac. Leur formation politique, c'était eux-mêmes, leur chambre et leur sac. Et donc, quand ils sortent, ils se présentent comme présidents de partis politiques, les cacher pour pouvoir... Et qui négocient avec ça. Voilà, et qui négocient avec ça. Et qui faisaient même chantage avec ça. Même en ce moment-là, qu'est-ce que les acteurs politiques, chez nous, là, ont l'habitude de vendre? Tout le monde parle de développement. En l'absence d'idéologie, en l'absence de questions idéologiques, où on peut savoir que X, il y a seulement peut-être, il y a une seule formation politique sur l'échiquier qui sort un peu du lot, c'est le Parti communiste, qui est resté Parti communiste, et on connaît l'idéologie communiste, on sait comment il fonctionne. C'est peut-être l'une de leurs difficultés, peut-être à prendre le pouvoir chez nous. Vous voyez, ça dit qu'on sait on connaît l'histoire, on peut peut-être, même ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent faire des recherches, lire l'histoire et savoir qu'est-ce qu'un parti communiste, à quoi il faut s'attendre si une telle formation politique, par exemple, prend le pouvoir chez nous. On peut se faire une idée de ce à quoi il faut s'attendre avec une formation politique comme cela. En dehors d'une telle formation politique, tout le reste, quand les gens viennent, le développement. Quand les gens viennent, le développement, ça ne peut pas être le projet de quelqu'un isolé comme cela. Le développement, c'est l'affaire de tout le monde. Le développement, c'est un idéal. D'ailleurs, le développement, c'est après cela que tout le monde continue de courir, y compris les grandes démocraties et les grands pays, les pays dits développés. Et donc, c'est un idéal. Tout le monde continue. On va toujours continuer par courir après le développement parce qu'on ne peut pas s'arrêter. L'humanité ne peut pas s'arrêter de progresser. Tous les jours, il faut trouver de nouvelles solutions pour pouvoir avancer. Et donc, même aux USA, le grand laboratoire ou ceux qui nous ont inspirés, c'est pas qu'il y a deux formations politiques, c'est vrai, on parle beaucoup des démocrates et des républicains, mais il y a beaucoup de formations politiques. Sauf que les démocrates et les républicains en sont arrivés à devenir de très grandes formations politiques, bien sûr, qui consomment plus de personnel, plus de militants, plus d'adhérents, et qui sont mieux structurés, qui sont mieux organisés, qui arrivent en réalité à se disputer plus aisément le pouvoir au sommet de l'État. Et donc, il y a toujours challenge. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de challenge aux États-Unis. Nous sommes tous passionnés par les élections. Quand il y a les questions électorales aux États-Unis, on suit leur actualité comme si c'était l'actualité de nos pays, comme si c'était l'actualité de nous-mêmes. Et donc, il y a toujours challenge. Ici également, il y a deux formations politiques. La particularité, c'est qu'en l'absence d'idéologie,
puisque les deux formations politiques, même quand on les appelle les grandes formations politiques actuellement là, c'est parce qu'ils n'ont pas d'idéologie que tous sont obligés de dire on s'aligne derrière le chef de l'État. Parce qu'il n'y a pas quelque chose à se mettre sous la dent. La seule chose à se mettre sous la dent, c'est le développement. Et le chef de l'État qui est là, non seulement il dit qu'il veut le développement, mais il prouve qu'il veut le développement. Et donc en réalité, tout le monde se dit, mais si ce que nous sommes en train de rechercher, c'est après quoi tout le monde est en train de courir, s'il y a quelqu'un qui l'incarne, qui le démontre, qui le prouve, il vaut mieux aller avec lui. La survie des autres formations politiques, c'est les formations politiques qu'on appelle les partis politiques, les petits partis politiques. Il faut mettre ça en... Il n'y a pas de petits partis politiques. Il faut être simplement stratège. Il faut être intelligent. Le parti Les Démocrates, par exemple, j'ai déjà dit que je ne veux plus beaucoup parler de cette formation politique parce que c'est comme si on fait stigmatisation sur... on fait une fixation sur cette formation politique. Mais malheureusement, c'est ce qui est dans notre réalité aujourd'hui. Les démocrates auraient pu aller à l'Assemblée nationale, et nous le savons, nous tous, s'ils avaient été simplement stratèges en faisant l'accord de gouvernance parlementaire que la loi leur permettait de faire. Aujourd'hui, ils auraient eu ne serait-ce que 1, 2, 3, peut-être en fonction des scores dans les circonscriptions électorales, ils auraient eu jusqu'à 4, 5, même peut-être jusqu'à 8 députés, peut-être en ce moment, au moment où on est en train de parler là. Et cela aurait pu entretenir non seulement leur vie en tant que formation politique tous les jours, mais davantage entretenir l'espoir de leur survie. Donc, si les formations politiques qu'on est en train de qualifier de petites formations politiques aujourd'hui sont stratèges, la loi n'a pas fermé, n'a pas verrouillé l'environnement en tant que tel. La loi a laissé des brèches pour que les formations politiques qui se sentent peut-être un peu faibles par rapport à d'autres formations politiques puissent trouver les moyens. Si la FCBE était parvenue à avoir le score voulu par la loi, la FCBE aujourd'hui serait à l'Assemblée nationale et dans les conseils communaux. C'est offre à ces formations politiques-là de travail. Pourquoi ça va nous déranger que des formations politiques qui naissent aujourd'hui puissent évidemment charbonner, comme on le dit dans le langage de la rue, puissent vraiment travailler à asseoir, bien sûr, leur puissance d'abord sur le terrain avant d'aller prendre des mandats. Ça ne doit pas nous déranger. Vous pouvez créer votre parti politique dans votre chambre, comme on le faisait par le passé. Si vous parvenez à l'étendre, à trouver les voies et les moyens de développer votre formation politique et à grandir avant les prochaines échéances électorales, vous irez titiller les formations politiques qu'on est en train de qualifier de grandes formations politiques aujourd'hui. Et donc, il faut être stratège. C'est tout ce qu'on est en train de demander aux acteurs. Et ne soyez pas perturbés, s'il vous plaît, Stéphane et Carole, ne soyez pas perturbés. Moi, je suis impartial, je ne prends pas part. Non, ce que je veux dire, ne soyons pas perturbés en tant que Béninois de constater qu'on a deux formations politiques qui se réclament de la majorité présidentielle aujourd'hui. La loi, telle que cela se passe là, avec les dispositions qu'on est en train d'avoir, avec les contraintes qu'on est en train de mettre, les barrières qu'on est en train de mettre pour discipliner les acteurs politiques, nous sommes en train d'aller vers là où ce sera les idées qui vont avoir droit de citer. C'est-à-dire que au moment où, après avoir expérimenté le terrain des intérêts, et que cela s'est avéré un échec cuisant pour l'ensemble des acteurs politiques, là où nous sommes en train d'aller là, pour pouvoir, pour pouvoir vous faire entendre, pour pouvoir vous imposer à l'intérieur de votre formation politique, de plus en plus, il sera question d'idées. Vous allez voir, personne ne va demander à ces formations politiques-là, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, c'est notre vœu que cela puisse arriver le plus tôt possible, que ça va être la question d'idées, parce que, et c'est là que Stéphane doit trouver sa réponse. Si 3 personnes veulent être maires, si 3 personnes sont légitimes, qualifiées, même si on a fixer des critères à l'intérieur de la formation politique et que les critères sont publics. Il peut arriver au cas où 3 personnes à l'intérieur de la formation politique remplissent ces critères-là. Qu'est-ce qu'il faut faire valoir en ce moment-là? C'est les questions d'idées, c'est ce que chacun apporte. D'abord en termes d'idées, mais ce que chacun a pu démontrer également en termes de preuves de leadership, de capacité de meneur d'hommes, de capacité de gestion de la cité. Et donc, les idées sont en train d'arriver. Nous sommes en train d'aller sur le terrain des idées. Si on a pu avoir des maires qui sont en train d'avoir 34 ans, si on a pu avoir des députés qui sont en train d'avoir 31 ans, ça veut dire qu'on est en train d'aller vers un niveau où ce n'est plus une question d'argent, ce n'est plus seulement ceux qui ont de l'argent à faire valoir qui vont prendre les mandats. Maintenant, c'est ceux qui ont quelque chose à prouver. Pour avoir 34 ans et devenir maire, surtout quand on est resté dans l'administration de la même mairie, ça veut dire qu'on a fait des preuves. Ça veut dire qu'on a prouvé certaines choses. Et sur cette base, les instances suprêmes de la formation politique disent, bien qu'il soit le plus jeune,
Nous l'avons vu à l'œuvre ici et nous pensons qu'il a les capacités de faire. En ce moment, ce n'est plus la puissance d'argent qui parle, c'est la capacité intrinsèque qui parle. Et donc, on arrivera à un moment où les formations politiques vont commencer par discuter ou bien challenger sur la base plutôt des idées que des moyens. Donc, on est en train d'arriver. Notre démocratie est en train de faire son chemin. Sur le fond, je suis d'accord pour... Très rapidement. Oui, très rapidement. Sur le fond, je suis d'accord pour la chute de ton idée. Mais en termes d'impact, je ne suis pas totalement d'accord parce que, en vrai, l'argent n'a jamais quitté. Mais c'est que au sein des formations politiques, c'est vrai qu'il y a une émergence d'une caste de jeunes qui n'ont pas forcément les moyens et qui arrivent à s'en sortir parce que les partis sont forts et les partis ont la capacité de positionner. Mais ce qui fait prévaloir cette montée de la jeunesse, je ne crois pas encore que ce soit fondamentalement les idées. Ce n'est pas encore les idées. On peut se dire tout au moins les profils. Tout au moins les profils et le militantisme. Tout au moins les profils, tout au moins le militantisme. Mais il y a un autre facteur. Il faut être sincère pour le dire. Il y a également les questions de proximité. Les relations personnelles. Il y a également les questions de relations. Parrainage. Donc, les questions de parrainage. On a quand même fait un pas de plus. On a fait si on quitte le terrain de la corruption par l'argent et qu'on va vers le terrain de proximité sur la base des profils, on a quand même fait un pas. On a fait un pas, mais au moment où deux personnes ont le même profil, et c'est ça que je disais. Et quelqu'un n'a pas de parrain. Et quelqu'un n'a pas de parrain, quelqu'un n'est pas proche, quelqu'un n'a pas été loyal à X ou Y. Voyez-vous? Et tout ça, c'est à l'intérieur du parti. Et tout ça crée des frustrations. La personne payera simplement le prix.